1907. Le Français Lucien Petit-Breton remporte la première édition de Milan-San Remo. Il devance son compatriote Gustave Garrigou de plus de 35 secondes. Mais le recordman de victoires sur Milan-San Remo n'est autre que le cannibale Eddy Merckx, qui s'est imposé 7 fois sur 10 ans. Pour les non-connaisseurs de cyclisme, vous devez ne pas trop comprendre ce que cette course détient de si particulier. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons poser tout le monde au même niveau. Vous devez sûrement connaître le Tour de France, le Giro et la Volta, qui sont 3 grands tours. Ce sont des courses à étapes. Elles sont constituées de 21 étapes, soit 21 jours de course. Ces 21 étapes sont elles-mêmes constituées d'étapes pour les punchers, les grimpeurs, les sprinteurs, et de contre-la-montre pour les rouleurs. Vous vous en doutez donc, pour gagner un grand tour, il suffit donc d'effectuer ces 21 étapes le plus rapidement possible. Mais dans notre cas, Milan-San Remo n'est qu'une course de 1 jour, ce qui veut dire que le premier à franchir la ligne d'arrivée sera désigné grand gagnant. Point. Pas d'histoire de classement général. Mais vous allez me dire que gagner une course d'un jour n'atteint pas le quart de prestige que c'est que de gagner un grand tour. Eh bien si. Il existe 5 courses, nous les appelons les classiques. Ce sont de grandes références dans le calendrier cyclisme. Dans ces 5 classiques, nous avons donc Milan-San Remo. La particularité de cette course est donc que, qui que vous soyez, un grimpeur, un puncher ou un sprinter, vous avez toutes vos chances de gagner. Pourquoi ? Alors tout d'abord, il faut le préciser, mais Milan-San Remo, c'est une course d'un peu moins de 300 km. C'est ce qui en fait sa particularité. Ce sera donc un véritable test d'endurance pour nos coureurs. Mais si vous arrivez à survivre à ces 300 km de course, il faudra aussi passer ces petites côtes nommées capis, situées dans les 40 derniers kilomètres de la course. Pour finir, dans le final, nous avons la Cipressa et le Poggio qui servent de tremplin pour aller s'imposer. Au fil des années, nous avons pu observer des profils de coureurs totalement différents y lever les bras. Nous avons la victoire de Mark Cavendish en 2009 qui s'est imposé dans l'un des sprints les plus serrés de l'histoire de la course. Un an auparavant, le célèbre rouleur Fabien Cancellara s'était imposé en lançant une attaque fulgurante dans les derniers kilomètres, juste après la descente du Poggio. Mais l'une des plus emblématiques victoires est signée Fausto Coppi lors de l'édition de 1906, qui est parti en solitaire à plus de 140 km de l'arrivée. Il franchit la ligne avec plus de 14 minutes d'avance sur le deuxième. Maintenant que nous nous situons mieux, commençons. Au matin du 18 mars 2017, 200 coureurs s'élancent sur la Primavera. Alors oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que Milan-San Remo est surnommée la Primavera, puisqu'elle se déroule au printemps. Bref, reprenons. Parmi ces 200 coureurs, nous en y avons 3 qui nous intéressent. Le premier est le Français Julien Alaphilippe, qui en 2015, pour sa première participation à la Flèche Wallonne, terminera deuxième. Puis il réitérera sur Liège-Bastogne-Liège 3 jours plus tard. Il terminera quatrième lors de l'épreuve sur route des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Puis, au championnat d'Europe, il finira deuxième derrière Peter Sagan. Dans ce début de saison 2017, il s'est imposé sur le contre-la-montre de Paris-Nice, puis terminera à la 5e place au général à l'issue de cette course. Ses qualités de grimpeur-puncher et son explosivité lui serviront donc pour aller tenter d'aller chercher sa première classique sur Milan-San Remo. L'équipe du Français roule donc pour contrôler l'écart, puisque lors de ce début de course, des coureurs de petites équipes n'ayant pas de leader pouvant suivre les accélérations des favoris partent en échappée. Conscients qu'ils n'iront pas au bout, mais partent devant pour gagner en visibilité. C'est juste anecdotique, néanmoins les grosses équipes comme la Quick-Step d'Alaphilippe et la Bora de Sagan gèrent cet écart pour pouvoir se disputer la gagne. Peter Sagan est donc notre deuxième favori d'étape. Il est champion du monde sur route en 2015 et 2016. De plus, il a remporté 5 fois le maillot vert sur le Tour de France. Sagan est aussi un coureur de course d'un jour. En témoigne sa victoire sur le Tour des Flandres en 2016 et ses 2 victoires sur le Grand Wevelgem. C'est un homme à tout faire qui peut rivaliser dans les sprints que dans les classiques. Son meilleur résultat sur la Primavera
n'est autre qu'une deuxième place prise lors de l'édition de 2013. C'est donc certainement l'ultime favori sur cette édition de 2017. Reprenons. Pendant les 200 premiers kilomètres, nos coureurs traversent la plaine du Pô, des petits villages et la côte méditerranéenne. Ils en profitent donc pour s'échauffer, mais les favoris doivent économiser leurs forces car les difficultés arrivent plus tard. 45 km de l'arrivée. Après environ 200 km, la course commence à changer de rythme. Le peloton jusque-là relativement tranquille devient nerveux. Certains coureurs commencent donc à ressentir la fatigue, d'autres se concentrent sur le positionnement avant les difficultés. On sent que la course entre dans une nouvelle phase, plus intense. Nous entrons donc dans les premiers capis. Bien qu'elle ne soit pas très raide, elle joue un rôle important. Les sprinteurs moins endurants commencent à souffrir, perdent parfois le contact. De plus, les équipes des favoris augmentent le rythme pour tendre la course et fatiguer leur adversaire. Nos coureurs partis en échappée ce matin se font donc rattraper dans ces bosses. Les trains des favoris se forment en étant lancés à près de 50 km/h pour placer leur leader à l'avant du peloton. Ils savent qu'un mauvais placement dans la Cipressa peut être fatal et leur faire perdre la course. 20 km de l'arrivée. Nous sommes dans la Cipressa, 5 km 6 avec une pente moyenne de 4,1% et des passages à 9%. C'est l'avant-dernière bosse de la course. C'est ici que les plus en forme tentent de partir pour déjouer les troubles faits et pour observer les réactions des favoris. Ils se demandent donc qui va réagir, qui semble en difficulté. En parlant de difficulté, certains de nos sprinteurs commencent à être distancés et ce n'est plus qu'un combat contre eux-mêmes pour rester accrochés. Mais s'ils pensent que la Cipressa est derrière eux, il reste aussi sa descente sinueuse, technique et dangereuse qui peut tout leur faire perdre à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Cependant, certains coureurs comme Kwiatkowski et Alaphilippe, connus pour leur agilité en descente, en profitent pour bien se positionner. Ça y est, nous sommes dans le Poggio. La tension monte, les favoris se préparent à attaquer. C'est la Sky qui roule dans cette dernière bosse pour placer son leader. Nous devons nous dépêcher puisque nos coureurs arrivent dans le final, mais il est donc maintenant temps pour nous de présenter notre troisième et dernier favori, qui n'est ni plus ni moins que le Polonais Michał Kwiatkowski. Lors de la saison 2014, il remporte sa première grande victoire professionnelle sur les Strade Bianche. Mais il remporte le Graal de sa carrière sur les routes espagnoles de Ponferrada lors des championnats du monde sur route. Sur la saison 2015, il remporte ni plus ni moins que l'Amstel Gold Race. Dans ce début de saison 2017, une semaine avant Milan-San Remo, il signera un doublé sur les Strade Bianche. Le Polonais est donc un gros favori pour remporter son premier monument. 9 km de l'arrivée. Nos coureurs sont dans la dernière difficulté de la journée, le Poggio. 3 km 7 avec une pente moyenne de 3,7%. Ce n'est pas raide, mais nos punchers vont tenter le tout pour empêcher une arrivée dans un sprint massif. La Team Sky gère le tempo quand soudain, Three as well from Team Lotto Jumbo, and here we go. Peter Sagan just picks it up off the front. In fact, we're drifting away from it. It's Colbrelli that tries to stay with him. Oh, this is fantastic. Just behind as well, Fellini is also involved, but Sagan here, this is his big role right now. He wants to bring this one home alone, and he might well just do it. Viviani, I think the alarm bells have gone off, and Alaphilippe is also trying to stay with him at the moment, kicking off and trying to sail into this void, but they can't do it. In fact, it's Kwiatkowski who's trying to mark him out at the moment, I beg your pardon. But Sagan still goes, the power of the man, and he's pouring it on everyone. Sagan, surpuissant dans son punch habituel, parvient à s'extirper du peloton à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Mais Kwiatkowski et Alaphilippe n'ont pas dit leur dernier mot.
extraordinary race. 291 kilometres. The distance can do funny things to the body as they are off the descent of the Poggio into the town of San Remo. Now the approach to Via Roma and the finish begins. Frantic. Nos trois favoris arrivent dans le dernier kilomètre. Ils ne se feront donc plus reprendre. Kwiatkowski et Alaphilippe ne relaient donc plus le Slovaque. Sagan est alors obligé de lancer le sprint. The world champion, not if I've got anything to do with it, he says. He powers into the line. Sagan the Great, Peter the Great. Is he going to make it stick? Kwiatkowski tries to come around the outside. Kwiatkowski's there, they bunch up. Kwiatkowski has one of them. Oh, I can't tell you. Michał Kwiatkowski gagne Milan-San Remo 2017 dans une arrivée au coude à coude. Quelques centimètres séparent le premier de la troisième place. Julian Alaphilippe s'imposera en 2019 après une attaque dans le Poggio. Mais Peter Sagan, lui, ne gagnera jamais Milan-San Remo, lui qui était si près du but.